OK. Enregistrer. Je l'ai fait. C'est bon, c'est fait. Allez, on continue. Merci Carl. Je disais donc, alors que le concept d'éco-citoyenneté nous invite à des changements de comportement, à des transformations, comme le dit Lucie Sauvé, à la transformation de nos rapports à l'environnement, des rapports à l'environnement qui sont aussi des rapports à soi, des rapports à l'autre et des rapports au monde. Le concept de citoyenneté mondiale, tel que vu par l'UNESCO, nous invite aussi à amplifier notre sentiment d'appartenance. Donc, au lieu que ce soit un sentiment d'appartenance à une communauté locale, nationale, etc., le concept de citoyenneté mondiale nous invite à développer une sorte de sentiment d'appartenance à une communauté plus vaste, donc à une communauté justement mondiale, et avoir entre les membres de cette communauté mondiale, naturellement, la notion de solidarité plurielle, la notion d'interdépendance. Alors qu'au sein de la chaire UNESCO en démocratie, citoyenneté mondiale et éco-citoyenneté et éducation, nous aimons bien prendre la peine de bien se distinguer de la mondialisation. Parce que lorsqu'on parle de citoyenneté mondiale, souvent les gens voient ça comme étant la mondialisation qui met en évidence donc l'hégémonie culturelle, la tendance à une sorte d'homogénéisation du monde, la tendance à la perte de diversité culturelle, diversité des langues, etc., diversité des identités, alors que nous, lorsqu'on parle de citoyenneté mondiale, l'adjectif de mondial fait plutôt référence à la notion de mondialité et non pas à la notion de mondialisation. Et la mondialité est une sorte de géopoétique, comme on pourrait dire, proposée par l'écrivain martiniquais Édouard Glissant. Alors, pour Édouard Glissant, la mondialité est tout le contraire de la mondialisation. Au contraire, c'est une mise en évidence, c'est une célébration de la diversité culturelle, et aussi, c'est de voir que finalement, cette diversité qui éclot, en fait, en différences ethniques, différences culturelles, différences phénotypiques, etc. Mais en fait, elle vient de notre humanité commune. C'est notre humanité commune, mais qui éclot dans cette diversité culturelle et autres. On est rendu à 10 minutes, Gina. Oui, merci. Merci, Ka. Alors, à ce moment-là, donc, au sein de la chaire UNESCO, ce que nous voulons faire maintenant, c'est de combiner ces différents concepts. Donc, au lieu de éco-citoyenneté et citoyenneté mondiale, donc nous vous proposons aujourd'hui de mettre ensemble les deux concepts pour réfléchir ensemble, construire ensemble une éco-citoyenneté mondiale. Cependant, ce concept n'existe pas encore. Donc, nous sommes là en train de le co-construire avec vous. Donc, qu'est-ce que cela peut être pour vous, cette éco-citoyenneté mondiale? Et comme toute citoyenneté vient par l'éducation, que peut être en fait une éducation à l'éco-citoyenneté mondiale? Oui, merci Gina. Et puis, juste pour souligner notre conceptualisation, et ce n'est pas nécessaire de le partager, mais on l'a partagé avec vous quand même, mais on voit ça, l'environnement aussi, on voit ça, les espèces, non seulement le patrimoine culturel, mais des animaux, les cultures de toutes sortes, des peuples indigènes, des groupes traditionnellement marginalisés. À la fois, c'est une démarche formelle et informelle, et on voit ça avec des mouvements sociaux, surtout en lien avec les médias sociaux et d'autres. Donc, pour notre petit atelier, on voulait vous diviser dans un petit groupe, mais apparemment, ce n'est pas possible. Donc, on va la faire dans le groupe qu'on a devant nous. Je pense qu'il y a peut-être 15 personnes en tout. Et on vous propose 3 questions pour voir comment on pourrait peut-être aborder et repenser ces questions-là. La première question, quel est le sens pour vous de l'éco-citoyenneté? Et on voulait avoir une discussion, peut-être 8 à 10 minutes. Et puis, par la suite, on a 2 autres questions.
évidemment, c'était un petit peu très, très bref, la petite présentation, la mise en contexte, mais on serait très, très heureux de vous entendre. Et puis, Carl va essayer de faire un petit synthèse sur le tableau blanc en même temps et on pourrait partager ça avec vous après la présentation et vous pouvez voir ce qu'il fait pendant. Paul, est-ce que tu veux d'ailleurs arrêter de partager ton écran, puis je vais pouvoir mettre le whiteboard? Parfait. Alors, c'est toi qui écris, Carl? Je peux écrire. D'autres gens aussi peuvent écrire si vous voulez. Oui. Ouais. Voilà. Alors, c'était le concept d'éco-citoyenneté. Qu'est-ce que cela suscite chez vous? Qu'est-ce que vous espérez y voir? Quelle est votre conception de l'éco-citoyenneté déjà? Okay. Moi, je vais me lancer parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. On n'a pas le temps d'être gêné. Donc, pour moi, l'éco-citoyenneté, c'est évidemment un citoyen qui pense à ce dont il fait partie, c'est-à-dire l'écologie. Tu parlais d'Oikos tantôt. Donc, c'est un citoyen qui pense à l'environnement dont il fait partie. Puis mondialement, ben, cet écosystème mondial dont on fait partie. Il y a quelqu'un qui a écrit aussi dans le chat. Oui, oui. On voit, c'est de Caroline, c'est vivre en respectant la préservation de l'environnement, qui se rejoint au premier commentaire. Je peux me lancer. Je dirais aussi peut-être passer du temps dans la nature. Souvent, on parle de la défense, tout ça, mais aussi utiliser, exemple, les espaces publics qu'on a accès. Oui, donc l'environnement nature. Naturellement, quand on parle d'environnement, on pense beaucoup à l'environnement nature. Il y a aussi l'environnement culture, l'environnement urbain et tout, mais l'environnement nature, effectivement, c'est très important dans pour moi, l'environnement, par exemple. Éric Richard est là. Bonjour Éric, merci d'être là. Et toi Éric, qu'est-ce que cela suscite pour vous? L'idée qui me vient d'abord, c'est l'aspect de responsabilité collective. Donc, d'être éco-citoyen, c'est qu'on est aussi responsable de partager cet environnement-là avec les autres et d'en prendre soin. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose où on est vraiment engagé. Responsabilité collective, oui. Qui d'autre? Il y aurait aussi peut-être sur la scène politique, là, donc faire des choix politiques qui sont en accord avec les valeurs environnementales, éco-citoyennes, donc tout ce qui est la consommation éco-responsable, mais aussi voter pour des personnes qui pensent comme nous puis qui veulent vraiment qui ont à cœur les valeurs sociales et environnementales. Merci Odile. Choix politique. Pour rejoindre ce que Odile vient de dire, je pense, quand j'étudiais le concept d'éco-citoyenneté, il y avait aussi le côté macro aussi. C'est micro, tout ce qui est individuel, ce qu'on peut faire en tant qu'acteur, mais aussi macro dans la critique du système. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'environnement se dégrade? Donc, il y a un aspect critique qui est plus d'ensemble holistique aussi. Oui. Merci Khouram. Merci, oui. Mettre en évidence la dimension critique. Odile a mis en évidence la dimension politique. Et tout cela aussi, ce sont des dimensions éthiques, critiques, politiques, des dimensions très importantes, effectivement, dans l'éco-citoyenneté. Merci. Qui d'autre? Qui d'autre veut partager avec nous ses vues, ses idées de... J'irais peut-être pour comprendre en fait les relations que nous avons entre les autres êtres vivants, mais autant dans notre famille, éventuellement dans la ville où on vit, puis éventuellement cette ville-là dans un pays et dans un monde. Donc un peu comprendre toutes ces relations-là, mais à divers niveaux. Je pense que ça a toute qu'une complexité. Oui, merci Joanie. Et justement,
l'écrivain martiniquais Édouard Glissant, justement, il aborde le concept de mondialité justement dans le sens de la relation. Relation à soi, avec soi, relation avec l'autre, relation avec le monde et relation avec la nature, justement. C'est un terme très important dans l'imaginaire poétique d'Édouard Glissant. Dans le même sens, moi, je nommerais dans le fond un apprentissage d'un respect de soi, de l'autre et de l'environnement, mais de façon vraiment générale envers toute la biodiversité. Puis, vraiment, l'aspect du respect, je pense qui est vraiment important dans ce mouvement-là. C'est intéressant que plusieurs des points touchent directement ou indirectement la notion de démocratie. Quel type de démocratie? Pas la démocratie représentative, hégémonique, électoraliste, mais une démocratie critique, engagée, parce que pour prendre des décisions, jusqu'à un certain point, il faut une certaine culture démocratique. Enfin, c'est pour protéger l'environnement, malheureusement, les systèmes gouvernementaux ont toujours un rôle assez important joué pour. C'est pas la seule manière, c'est pour ça que les mouvements sociaux sont très présents. Moi, je pourrais dire, en lien avec ce que Geneviève vient de dire, biodiversité, moi, j'aimerais parler des diversités. En fait, diversité, on peut l'aborder maintenant de manière plurielle. Donc, à l'intérieur de cette grande biodiversité, on peut parler aussi de diversité culturelle, diversité de genre, diversité phénotypique, diversité linguistique, en fait, toutes les diversités à l'intérieur de cette grande biodiversité. Et je vois même toute cette diversité sociale comme des diversités biologiques également. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'était juste par rapport à ce que M. Carr avait dit. C'est juste une réflexion que j'avais, mais j'aimerais ça la partager. Si on parle du Marche pour le climat l'année dernière, il y avait 500 000 personnes. Et puis, il y avait Justin Trudeau qui était parmi la foule. Donc, j'ai pensé à ces questions. Pourquoi est-ce que Justin Trudeau est venu dans la foule, tandis que c'est lui qui nationalise les pipelines de Trans Mountain, par exemple? Donc là, ça m'a pensé au fait que 500 000 personnes, plus ou moins, c'est très subversif pour l'État. Et donc, l'État essaie de coopter le mouvement social. Et c'est pour ça, entre autres, que la STM, c'était gratuit. Et c'est pour ça, entre autres, que les commissions scolaires ont fait en sorte que c'était une journée pédagogique, au lieu que ce soit une grève, parce que le mouvement Friday for Future, c'était une grève à la base. C'était on ne va pas à l'école parce que donc, ce côté subversif du mouvement social est coopté par certains agents. Puis c'était intéressant parce que M. Carr avait mentionné ce côté. Oui, merci beaucoup, M. Khurram Awan, j'espère que je prononce bien le nom. Je pense que c'est intéressant, par exemple, des ententes de Paris, de Kyoto et ailleurs, et la population en général favorise des démarches favorables envers l'environnement, mais on est coincé avec d'autres projets. Et puis, je n'ai pas vu ici, par exemple, développement durable, équilibré, le côté capitaliste, néolibéral. C'est évidemment, on est un groupe un petit peu particulier, mais tout ça rentre dans le casier politique démocratique. Mais je ne parle pas ici des élections et compter les votes en Pennsylvanie. Je parle d'une démocratie du peuple. Mais c'est très beau. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine question? Oui, c'est ça, j'allais vous proposer. Je vais sauvegarder le tableau. L'ensemble des participants et participantes pourront y avoir accès. Est-ce que je dois ouvrir le... OK. La prochaine question, c'est... Voilà. Maintenant qu'on a parlé de l'éco-citoyenneté, quel est le sens pour vous de la citoyenneté mondiale?
Et évidemment, je partage avec vous une anecdote qui ne va pas être peut-être trop percutant, mais je jouais le tennis avec un monsieur très gentil, me demandait qu'est-ce que je fais, professeur, et quel type de recherche. J'ai mentionné la citoyenneté mondiale. Il a fait un signe comme ça. Ah, je n'ai pas besoin de ça. Je suis Carl Justin. Bon, mais évidemment, ce n'est pas un projet ni pour Justin, ni pour diluer l'apport ou la présence ou la vitalité des gens dans leur communauté au niveau local. On doit lutter contre le sexisme, le racisme, la pauvreté, la xénophobie, contre mais en même temps, il y a des questions mondiales qui ne peuvent pas être traitées juste au niveau local. Donc, le mot est pas contaminé, mais c'est comme tous les mots comme multiculturalisme, souveraineté, laïcité. Ce sont des mots qui ont des attaches politiques, mais pour nous, c'est plutôt la question de présenter comment, comme humanité, on peut essayer de s'engager ensemble pour l'environnement, des animaux, les droits de la personne, contre le racisme, contre les guerres et ainsi de suite. Alors, qui veut commencer? Qu'est-ce que cela évoque pour vous, la citoyenneté mondiale? Ou bien vous sentez-vous vous-même citoyenne, citoyen mondial? Ou, si oui, pourquoi? Comment? Ben, je peux commencer. Là. Anaïs, oui, merci. Je dirais réfléchir à l'impact de nos actions, localement, mais aussi les impacts que ça pourrait avoir dans d'autres pays. Oui, merci Anaïs. Mais Anaïs, est-ce que vous pensez à un exemple, par exemple, d'impact? Par exemple, nos achats, comme là, c'est le vendredi fou, là, on pourrait se ruer sur quelque chose juste parce que c'est pas cher, mais réfléchir, c'est fait dans quelles conditions, avec quel matériel, puis tout ça, puis réaliser que ça peut avoir des impacts négatifs sur d'autres populations, sur l'environnement. Merci, oui, oui. Ça amène peut-être aussi la notion de solidarité à ce moment-là. Dans ce que vous dites, je sens le concept de la notion de solidarité. Solidarité avec les autres peuples, les autres nations, communautés, etc. Merci Anaïs. Qui d'autre veut partager avec nous? Si je peux rebondir sur la question de la solidarité, en fait, moi, ce que ça m'évoquait beaucoup, la citoyenneté mondiale, c'est une curiosité. Puis à partir du moment, je crois, où on a une certaine curiosité par rapport aux autres, bien, on commence à avoir une ouverture qui éventuellement se traduit aussi par une solidarité, là. Donc, c'est un peu en lien avec le concept de solidarité, finalement. Cette curiosité, Dominique, comment se manifeste-t-elle, par exemple, pour vous? Cette curiosité envers l'autre, par rapport à l'autre? Ben, en fait, moi j'ai grandi, j'ai pas grandi à Montréal, j'ai grandi dans un milieu qui était très, très, très homogène et très fermé sur lui-même. Et puis, je pense qu'à un moment donné, c'est d'essayer de vouloir voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Ça s'applique à tout, ça s'applique à la nourriture, l'architecture, les modes, les façons de penser. C'est finalement d'essayer d'être en contact avec des gens qui pensent différemment de nous et d'essayer justement de voir quelles sont les différentes palettes qui se présentent à nous, puis essayer de les comprendre, de comprendre le contexte de ces gens-là, d'où ça vient, tout ça, faire brasser les idées finalement. Merci. Merci Dominique. Moi, c'est un peu, c'est ça, moi un peu, ce que, en fait, tantôt, je pensais qu'on était déjà rendu à la citoyenneté mondiale. Mais c'est un peu la même chose que je pense Anaïs disait, la réflexion sur les impacts de nos actions. Quand on est citoyen mondial, on a toujours en arrière de la tête l'impact possible sur le monde. Quand on pense gaz à effet de serre, ici au Québec, les impacts vont être, pas les impacts, la température va avoir une grosse... La température, c'est un des endroits où la température va le plus changer. Mais les impacts, ce n'est pas chez nous qu'on va avoir les pires.
c'est aux endroits, en tout cas, on l'a dit tantôt, là, mais c'est vraiment les plus démunis qui vont sentir les impacts des GES. Donc, mais c'est toujours avoir cette idée-là en tête. Voilà. Faire attention. Merci, Claire. Merci beaucoup. Donc, la notion d'impact revient. Hein, donc, c'est effectivement important de considérer nos impacts sur les autres ou sur l'autre, etc. Oui. Merci. Pour moi, oui? ça me ramène aussi au concept d'empathie, en fait. Vraiment au concept d'empathie envers toute l'humanité, pas seulement notre communauté, notre famille, mais envers toute l'humanité au complet, toutes les collectivités sur la Terre, puis même envers l'environnement aussi, une certaine empathie envers les animaux, mais l'aspect de souveraineté mondiale regroupe plus l'aspect des humains, mais je pense que d'avoir une empathie envers tous les membres de la planète, en fait. Merci Geneviève, oui, valeur importante, centrale, je dirais presque, non? La capacité de se mettre à la place de l'autre, non, pour mieux comprendre l'autre. Et ça rejoint aussi la notion de solidarité, en fait. Moi, je suis psychoéducatrice de formation, puis je travaille avec les familles de toutes sortes de cultures, de toutes sortes de contextes socio-économiques, puis ça peut être facile de porter des jugements, mais si on se met à la place de ces gens-là, c'est vraiment d'essayer de comprendre leur réalité, comprendre la réalité de l'autre, en fait. Ouais. Merci Geneviève. Merci. Qui d'autre veut partager avec nous? Oui, si ça vous va. Moi j'ai en tête la notion de privilège. Alors, souvent, on ne se rend pas nécessairement compte de tous les acquis qu'on a juste par le fait d'être né dans un endroit dans le monde. Puis même sur notre propre territoire, moi, je pense aux communautés autochtones, par exemple. Mais après, là, il y a d'autres choses qu'à l'extérieur du Québec. Fait que c'est vraiment juste de se ramener à tous ces privilèges. Puis qu'est-ce que ça signifie d'avoir ces privilèges-là, en fait, dans la société? Merci Odile. Et même, vous savez, on pourrait faire des liens avec la notion d'impact et la notion de privilège. Hein? Les impacts de nos privilèges sur les autres. Hein? Même réfléchir. Et je suis sûre que Paul aurait quelque chose à dire aussi parce que c'est un sujet très important dans ses recherches aussi, la notion de privilège. Mais je pense que ce qui est intéressant avec la citoyenneté mondiale, ce qu'on a constaté généralement en voyageant, c'est que les gens à travers la planète, de tous les coins, ont une créativité infinie, un désir de se connecter et ils font des projets. On ne le voit pas sur la une du Journal de Montréal, les TVA, les manchettes, mais les gens continuent, les persistent. Mais ce qui m'intrigue, c'est que comment les gens peuvent se connecter. C'est un privilège de pouvoir voyager, pouvoir se prononcer sur des choses. Et les médias sociaux, il y a surveillance, il y a toutes sortes de problèmes, mais ça peut mener à certains mouvements sociaux. Moi aussi, Black Lives Matter, Idle No More, Printemps arabe, ça c'était inconcevable sans cette ouverture. Mais aussi le privilège, on sait très bien quoi, le privilège de la race blanche, le pouvoir, le privilège et blanchitude. Et il faudrait diversifier le nombre de voix. Et souvent, la citoyenneté mondiale, c'était quelque chose du nord et qui découle vers le sud. Et il y a des invitations. Alors, ça exige, ça prend beaucoup d'humilité d'accepter qu'on n'a pas de réponses, personne. Et la solidarité est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de solidarité, mais on pense qu'on vit dans un monde où ça n'existe pas. Surtout si on voit trop de CNN ou les élections aux États-Unis, c'est que, enfin, je reviens à la question de démocratie bona fide qui fonctionne vraiment pour créer des ouvertures. Mais voilà, mais on est plus que des individus, mais souvent on habite dans des sociétés où on est isolé. Et puis, on va voir la pandémie, c'est une étude de cas énorme qui est
qui met ensemble la santé publique, la citoyenneté mondiale, l'éducation et le désir de fonctionner ensemble. Et on voit aussi qu'apparemment, juste une donnée, il y a 40% des Américaines qui vont rejeter un vaccin. Est-ce que c'est possible? Mais voilà. Je ne sais pas si on va passer à la troisième question maintenant, Carl. Oui, c'est ça. J'allais proposer qu'on passe à la prochaine question. Puis je voulais aussi rappeler aux participants et participantes que dans le chat, il y a les images des deux whiteboards qu'on vient de faire. Donc, voilà, si vous voulez, vous pouvez les télécharger et les conserver. Voilà. Peut-être après, on pourrait faire toute une présentation, on va la mettre sur notre site web et si les gens veulent le télécharger. La troisième question, traiter de marier ou mélanger ou faire un sens des deux premières questions. Quel est le sens de l'éco-citoyenneté et puis de la citoyenneté mondiale et puis de viser une éco-citoyenneté mondiale? Et on a déjà clarifié, on veut que les espèces, les cultures, les gens, les questions, les processus décisionnels, qu'on essaie de bien intégrer, insérer, marier, incorporer ces concepts. Voilà, alors pour le mariage, comme dit Paul, le mariage de l'éco-citoyenneté avec la citoyenneté mondiale. Comment voyez-vous ce mariage? Ça peut être un conjoint de fait aussi. J'aime bien les Caroline Dubé nous dit « Citoyens du monde, les habitants de la Terre », comme formant un grand peuple solidaire. J'aime bien cette idée, un grand peuple solidaire. Nous toutes et nous tous, les humains. Merci, Caroline. Allez-y. De rien, mais vous avez pris ce que j'ai mis dans le chat tout à l'heure, oui. Mais j'ajouterais, avec la première, là, dans le respect de l'environnement, toujours. Donc, c'est ça. Peut-être vraiment lier mes deux définitions que j'ai écrites. Grand peuple solidaire et le respect de l'humanité. De l'environnement, le respect de l'environnement. Bien. Merci Caroline. Qui d'autre veut partager avec nous sa conception de l'éco-citoyenneté mondiale, pour une éco-citoyenneté mondiale? Et si vous voulez ajouter aussi, quelle éducation pour cette éco-citoyenneté mondiale, hein? Parce que j'imagine qu'on ne naît pas éco-citoyenne, éco-citoyen mondial, mais on le devient par l'éducation. Et donc, quelles éducations a une éco-citoyenneté mondiale aussi? Je pourrais aller avec la notion de responsabilité, peut-être une responsabilisation de tes citoyens sur l'environnement, puis encore une fois sur les impacts, puis tout, mais que les gens ils se sentent responsables envers l'environnement partout dans le monde. Merci Anaïs. La responsabilité revient, oui, j'ai l'impression que ce sera central, hein, si on veut bâtir, co-construire une éco-citoyenneté mondiale, la notion de responsabilité sera clé, quoi. Qui d'autre veut partager avec nous? Des gens qui n'ont pas encore parlé, on aimerait bien entendre vos voix, quoi. Mais les autres aussi, on veut écouter de nouveau vos voix. J'irais peut-être, en fait, avec l'idée, je crois que toutes les citoyennetés qui ont été nommées, c'est un peu en amorce, il y a le désir de connaître l'autre. Donc, éventuellement, si on se rend à l'éco-citoyenneté mondiale, ben, je vois que l'engagement, disons, s'ajoute à la hauteur du processus que chacun fait, je pense. Puis l'interdépendance. Je voyais peut-être le terme auparavant citoyenneté mondiale un peu plus dans l'idée du multiculturalisme, en tout cas, je ne veux pas mettre trop de connotations, mais plus de diversité,
Mais après ça, lorsque l'éco-citoyenneté mondiale embarque, j'ai l'impression que les liens se tissent davantage. J'irais comme ça. D'engagement, hein, vous avez dit, Joanie, oui. Oui, elle a dit engagement. La notion d'engagement, oui, très important. Qui d'autre? Ce qui m'a fait rêver quand tu as parlé d'éducation, ça m'a fait rêver qu'avec Internet, on puisse suivre des cours avec des jeunes en Afrique, ou des Inuits, et qu'on puisse suivre des cours tous ensemble où on nous parlerait des différentes cultures. En fait, c'est ça. C'est qu'on est toujours pris dans nos... je t'aiderai pas à écrire tes notes. Je suis plus dans le rêve, mais c'est vrai, on est tous... Tu sais, quand on va à l'école, on apprend l'histoire du Canada, du Québec, d'Amérique, de l'Europe, mais on n'apprend rien d'autre de vraiment mondial. Il faut aller à l'université avant de l'apprendre. Mais d'avoir des cours, pas juste avec une communauté, mais avec des communautés mondiales. Ça serait wow! Et l'Internet nous le permet maintenant, en tout cas. C'est ça, la chose c'est facile. Les cours à distance. Chez soi. Oui, c'est ça. Voilà. Oh là là, merci Claire, merci. J'aime bien aussi l'idée de rêve. Hein. Elle l'a dit plusieurs fois, hein. Vous l'avez noté. Claire, je rêve, ou rêve, etc. Je pense que la notion de rêve nous envoie aussi à la notion d'utopie. Hein? L'utopie, non pas comme un non-lieu, quelque chose qui n'existe pas, qui est irréalisable, mais penser l'utopie plutôt comme un meilleur lieu. Hein? Un meilleur lieu qu'on rêve, dont on rêve justement, et qu'on peut chercher à contextualiser, à réaliser ensemble. Merci Claire. Qui d'autre veut partager avec nous sa notion d'éco-citoyenneté mondiale? Je pense que pour que ce concept-là se construise, il faut qu'il y ait des relations qui se construisent à l'international davantage, qu'il y ait des ponts qui se créent entre les communautés, puis un engagement et des projets, davantage de projets, des initiatives qui vont rassembler toutes sortes de communautés. Donc, voilà. Oui, il y avait aussi, merci beaucoup. Merci Geneviève. Monsieur Corin Awan. Merci. C'est une question difficile, puis je ne pense pas que personne n'a la bonne réponse pour ça, mais un des trucs que j'avais vu, c'était quand même Mutual Aid Fund. C'est parce que maintenant, on peut, à cause de la globalisation, on peut juste verser de l'argent partout dans le monde. Donc, par exemple, lorsqu'il y a une inondation aux Philippines et qu'on a de l'argent de côté, on peut mettre, comme même chose pour les mouvements sociaux aussi. Ça, c'est une action directe qu'on peut faire qui a le plus, beaucoup d'impact vraiment sur la situation dans la périphérie. C'est beau. J'aimerais nous demander, puisque ce sont des idées, des projets, des propositions, il y a tellement de gens à travers le monde qui soutiennent une espèce de, ce que Paulo Freire appellerait amour radical, une solidarité souhaitable. Qu'est-ce qui nous empêche de faire cette éco-citoyenneté mondiale? C'est quoi les obstacles? Oui. Et je vais peut-être me rappeler pour moi la notion de démocratie. Si ce n'est pas une démocratie qui ne fonctionne pas pour les gens, évidemment, c'est un obstacle, mais il faudrait repenser, réimaginer comment on fonctionne comme société. Donc, malgré les obstacles, Paul, malgré les obstacles, donc, voir l'éco-citoyenneté mondiale, non pas comme quelque chose de fluide, quelque chose de lisse, mais comme un combat aussi, comme une lutte en dépit des limites, en dépit des aspérités du social, quoi, en fait. Mais pour le moment, je vois que l'engagement éco-citoyen, aussi noble que ce soit, aussi important, au niveau démocratique, de démocratie normative, hégémonique, ça semble être une troupe marginale à côté.
on l'a totalement laissé tomber avec la pandémie. Mais aussi la réconciliation autochtone, on ne peut plus s'appeler démocratique si on continue dans ce domaine-là. Alors, il y a des obstacles au niveau de la démocratie et puis ça découle, ça contamine l'éducation. L'éducation qu'on a aussi, on peut aussi réimaginer quelque chose qui est moins axé sur l'évaluation et les cours spécialisés. Mais je ne suis pas en train de vous convaincre parce que vous êtes déjà assez convaincus, vous nous avez convaincus aussi. Alors, qui d'autre veut justement prolonger la réflexion de Paul sur les limites, les obstacles, tous ces freins à une éco-citoyenneté mondiale? Qui veut partager avec nous sa vision? Claire? Oui? Je pensais que Claire voulait prendre la parole. Ah oui, oui, allez-y, Claire. En fait, ma réflexion, je l'ai juste enlevée comme ça, mais ma réflexion tournait plus au fait, autour du confort. On parlait du privilège qu'on a, on a aussi le privilège d'avoir du confort. Et oui, c'est ça. Une des limites, c'est toujours le confort. Est-ce que j'accepterais, moi, de vivre avec une seule planète? Souvent, je me dis oui, bien sûr. Si tout le monde le fait, je vais le faire aussi. Je ne suis pas certaine que je serais la première. Et l'année dernière, dans la marche à laquelle nous avons sûrement participé, plusieurs d'entre nous, il y avait beaucoup cette pancarte qui disait « Il n'y a pas de planète B ». Il n'y a pas de planète B. Donc, je pense que les jeunes, ils nous font réfléchir aussi, justement. Il n'y a pas de planète B. Donc, comment faire avec celle qu'on a? Donc, notre oikos à nous. Ça. Puis, on veut tous faire plus d'efforts et tout ça, mais qui ici est prêt à renoncer à tout voyage pour les 30 prochaines années, rester chez soi, puis habiter dans une toute petite maison minuscule? Il y en a très, très peu qui réussissent à s'engager à ce point-là. C'est pas que chacun pour soi qui doit le faire. C'est vraiment, il faut que ça soit une décision mondiale, puis on le sait. On ne peut pas être tout seul à le faire. Merci. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Éric, oui, bien sûr. En fait, moi, ce que j'ajouterais aussi dans les limites, c'est peut-être aussi le pouvoir des citoyens versus, par exemple, les grandes corporations. Par exemple, il y a une étude qui sortait qui disait que 70% des gaz à effet de serre étaient attribuables aux 100 plus grandes compagnies. Donc, le débalancement, en fait, entre le pouvoir des citoyens et de ces grandes compagnies, bon, malgré que c'est les citoyens qui consomment, mais quand même, ce sont elles qui font des choix et ainsi de suite. Donc, ça pourrait être quand même une limite à la citoyenneté mondiale, à l'éco-citoyenneté, dans la mesure où elle ne se bat peut-être pas avec les mêmes armes que ces grandes corporations qui, elles, ont beaucoup plus de tout, en fait. Oui. Merci, Carl. Donc, les rapports de pouvoir qui sont des rapports de savoir aussi. Éric, tu voulais dire quelque chose? Merci, Carl. Je dirais, il y a aussi trouver un meilleur équilibre entre l'épanouissement personnel puis le bien commun. Peut-être être moins centré sur satisfaire sa petite personne puis être plus vers un objectif collectif. Objectif collectif, oui. À la mesure de oikos, non, Éric? Oui. Objectif collectif, oui. Moi, j'aimerais mettre l'accent peut-être aussi sur, comme limite, comme défi, la notion de racisme environnemental, parce que le racisme environnemental tue, littéralement, et le racisme environnemental empêche aussi de développer des rapports à l'environnement, deviennent des freins au développement de rapports à l'environnement, justement, plus collectif, justement. Et ça change aussi notre sentiment d'appartenance. C'est difficile de se sentir appartenir à lorsqu'on vit du racisme, quel que soit le type de racisme qu'on vit. Or, l'éco-citoyenneté mondiale suppose aussi de se sentir appartenir à un monde, au tout monde, comme dit notre ami là, Édouard Glissant. Et je pense aussi à la notion de migrant, comment se sentir citoyen du monde, éco-citoyen d'un monde, lorsque
dépendant de la couleur de notre peau ou bien des traits de notre visage, nous n'avons pas accès à des espaces, nous sommes contraints dans nos migrations, hein, alors que d'autres ont une migration libre, ont un déplacement libre et certaines personnes vivent le racisme environnemental en se faisant donner des barrières à la migration. Alors, je pense que ça, c'est une limite importante. Voilà, voilà. Je voulais juste aviser pour le temps, il est 14h16, donc je ne sais pas si on voulait un mot de la fin ou quelque chose. J'ai aussi glissé la dernière image là, de éco-citoyenneté mondiale dans le chat si les gens voudraient en obtenir une copie. Ah, merci. Est-ce que, ce serait bien, je pense que ce serait bien qu'on ait un mot de la fin collectif. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, chaque personne, un mot qui pourrait faire la synthèse de ce dont on vient de discuter, de ce que nous venons de partager ensemble? Un mot chaque personne, peut-être. Allez-y. On fait une conclusion collective, voilà. Je vais y aller pour sentiment d'appartenance. Oh, yay! Merci, Joanie. Ça va être Pardon? Claire, allez-y. Moi, c'est ensemble, c'est mieux. Oh, yeah! Et ça devient comme un slogan, super. Ensemble, c'est mieux. C'est enregistré, donc on va pouvoir tous les reprendre. Qui d'autre? Éric? Ouverture ou tendre la main à l'autre. Tendre la main, ouvrir le cœur, tendre le cœur. Tout cela, quoi. Beau slogan. Merci, Éric. Qui d'autre? Moi. Oui. Caroline? Je dirais développement d'une conscience collective. Ouais. Super. Conscience, hein? Conscience. Merci, Geneviève. Il y a un truc qui nous dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » de Rabelais. Alors, la notion de conscience. Qui d'autre? Caroline, allez-y. Moi, je dirais avec collaboration et partage. Collaboration et partage. Oui. Partage fait penser à manger ensemble, hein, une sorte de s'alimenter ensemble, se nourrir ensemble, partager le pain et le vin. Merci, c'était Caroline. Qui d'autre? Un slogan, quelque chose? Moi, je pensais à persévérance. Donc, c'est normal les échecs, mais il faut toujours se relever. Persévérance. Donc, ne pas se laisser décourager par les échecs ou les limites, comme disait Paul tout à l'heure. Merci, Odile. Qui d'autre? Moi, suite au Ensemble, c'est mieux, on dirait que ça m'a donné le goût de dire résistance. Ouh, Parce qu'il y a beaucoup de forces dans le monde qui prônent l'immobilisme et qui tentent de nous diviser. Puis justement, si les citoyens un peu partout dans le monde se mettent ensemble pour résister à ces forces-là, bien, on n'est que plus fort. Ouais. Oui, résistance. Et Dominique, il y a un mot qui vient, une notion qui vient habituellement avec résistance, je ne sais pas, si vous voulez qu'on ajoute la notion de résilience aussi. Oui, tout à fait. Oui. Donc, je pense que les deux vont ensemble, hein, résistance et résilience. Merci Dominique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne nous a pas dit encore son slogan, qui aimerait partager avec nous? Progrès, optimiste et pessimiste. Ouh, yeah. Optimisme et pessimisme. Il tient à le dire. Il y a Antonio Gramsci qui nous disait que lui, il demeure toujours pessimiste de l'esprit, mais toujours optimiste du cœur, par le cœur. Et donc, je crois que le slogan de Couram rejoint tout à fait Antonio Gramsci. J'aime bien Gramsci, oui. Oui, ben voilà. Tout à fait. Qui d'autre? Est-ce que Carl veut... Claire, Odile, sur le chat, qui écrit tout sauf le statu quo. Tout sauf le tac. Oui. Pensez à transformer, les transformations sociales, l'émancipation des personnes. Hein? Oui. Transformation et émancipation, tout sauf le statu quo. J'aime ça. Moi, je dirais que le contexte
contexte, donc au lieu de voir le contexte comme quelque chose de très local, mais voir le contexte, notre contexte ensemble dans quelque chose de très mondial. Et contexte, vous savez, en latin, l'étymologie de contexte, c'est tisser avec. Textus, tisser, con, avec. Donc, c'est l'idée que nous sommes tous tissés les uns avec les autres, les uns et les unes aux autres. Et donc, ça revient à l'idée de la tresse, là, du départ, dans le titre de l'atelier. Donc, Dominique faisait référence tout à l'heure au contexte. Donc, moi, ce serait, nous sommes du même contexte, nous sommes de la même matrice. Et donc, voilà, pour moi, c'était contexte. Paul et Carl, est-ce que vous vouliez ajouter un slogan? Oui, ben moi, j'ajouterais la vie bonne, en fait, dans la mesure où souvent, les formes de vie qu'on observe ou qu'on a par notre travail, par ce qui se passe un peu partout, par ce que les autres concitoyens font, ben, nous amènent dans le fond, de privilégier une manière de vivre, et tandis que peut-être qu'il faudrait réfléchir à une vie qui soit bonne, qui soit plus centrée sur nos besoins et non sur ce qu'on nous dit souvent, ou ce qu'on nous fait à croire qu'on a besoin. Donc, peut-être... parce que sinon, j'en aurais plein d'autres, mais ils ont déjà été nommés par mes collègues ici. Donc, voilà. Oui. Merci. Sur nos besoins et pas sur les injonctions qu'on subit, quoi. Trop souvent. Merci, Carl. Paul, tu veux Moi, je m'inspire de nos partager? médecins. Et moi, je présenterai solidarité au pluriel sans frontières. Un petit comme les médecins sans frontières, mais les solidarités, l'intersectionnalité de toutes les solidarités contre le féminicide, le racisme, la guerre, le conflit, tous les mots, et puis pour s'attaquer aux problèmes environnementaux qu'on a créés. Et voilà. Merci pour les slogans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas partagé avec nous? Tout le monde a partagé, donc ce sera dans l'enregistrement auquel vous aurez accès, donc j'imagine, par le site de l'ACPER. Donc, on va terminer cet atelier en remerciant l'ACPER d'avoir accepté notre proposition d'atelier. Et cette proposition, nous venons de la vivre ensemble. Nous avons eu beaucoup de bonheur à le faire, naturellement. On espère que le prochain ACPER, le prochain colloque de l'ACPER, si possible, se fera en présentiel. On pourra à ce moment-là se voir et se parler différemment, mais nous avons beaucoup apprécié votre participation. Merci pour le partage des idées, etc. Ça va nourrir nos travaux aussi. Alors, merci infiniment. Oui, Claire nous dit bonjour. Portez-vous bien. Donc, on va assister à la plénière de clôture du colloque, non? D'accord? Donc, on se retrouve tous là-bas. Oui, mot de la fin? Ça va? Merci tout le monde. C'était fort agréable. Allez, prenez soin de vous et des vôtres et aussi des autres et aussi de notre monde, de l'environnement. On vous embrasse. Au revoir. Parfait. Au revoir. Merci. À l'an prochain. Oui. Au revoir. Gina ou Paul, je ne sais pas, est-ce que c'est un de vous deux qui avait fait l'enregistrement? Oui, c'est moi. C'est toi? OK. Oui. Juste peut-être essayer de regarder pour le retrouver. Là. Oui, qu'est-ce que je fais? Ben, habituellement, ça ne devrait pas être très compliqué. Je crois que tu peux terminer l'enregistrement. Déjà? Je termine l'enregistrement. Oui, arrêtez. Là, je ne sais pas si ça te donne un message ou quelque chose. Oui, j'ai arrêté ou suspendre? Arrêtez. Arrêter.